Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guirec Zéo. J'interviens de manière indépendante sur les questions du care, de l'éthique et de la pratique du care dans les musées. Et je pratique également le musée, mais plutôt les sites patrimoniaux et les châteaux depuis quelques années en tant que responsable des publics à l'échelle d'une ville, dans un service, enfin dans une direction patrimoine. L'objectif de cette introduction, c'est surtout d'introduire la table ronde qui va suivre et de dérouler un peu tout ce que ça veut dire le bien-être au musée, tout ce que ça peut permettre en tant que pratique également. Mais avant ça, il faut se poser la question de ce que c'est que le bien-être, comment est-ce qu'on le définit, qu'est-ce que le bien-être définit, etc. Et puis on verra aussi un petit peu les écueils du bien-être au musée, parce qu'en fait, il y en a une fois qu'on s'est un peu penché sur la définition du bien-être. Alors, le bien-être, et bien tout simplement, au musée, ça va infuser tout un tas de termes, de pratiques. On pourrait avoir un glossaire du bien-être qui passe de la médiation sensible au Caroling Museum, en passant par le yoga, la sophrologie, l'hypnose au musée, etc. Et le bien-être au musée, il faut avant tout l'aborder par la question de ce qu'il définit, et puis il se définit comme un objectif. L'objectif, il est lié à la santé. En fait, il va définir un état qui est l'état complet de bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on ne peut pas délier bien-être et santé. Mais gardez ça en tête, parce que cette définition de l'OMS, qui est proposée en 1946, elle est toujours actuelle. Et en fait, elle va questionner à la fois les perspectives du bien-être au musée, et elle va également on peut en tout cas remettre en cause cette santé au prisme de l'inclusion. Okay, voilà, on peut par exemple critiquer la dernière phrase « et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Ça voudrait dire que quand on est au musée et qu'on est en situation de handicap, on ne peut pas connaître de bien-être. Donc voilà, on peut aussi questionner tout ça. Donc le bien-être, qu'est-ce que c'est ? Plusieurs définitions. Vous avez deux définitions françaises. Moi, je conserverai plutôt celle de l'Office québécois de la langue française. C'est le sentiment global d'épanouissement, de confort et de satisfaction des besoins, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, on voit vraiment que le bien-être, il s'étend sur un certain nombre de choses, à la fois physiques, mentales et sociales, sur l'individu. Et donc on va voir que ça va jouer dans le musée. Mais il faut aussi se poser la question, c'est pourquoi en fait le musée va s'intéresser au bien-être de ses visiteurs. Pourquoi en fait au départ c'est pas du tout l'une de ses missions principales, et il y a quand même un moment, en tout cas une décennie qu'on soit en Angleterre ou en France, permettre le développement de ce bien-être dans les musées. Alors surtout ce pourquoi, la réponse, elle peut être résumée par le titre d'un ouvrage de Stephen Weil, c'est un muséologue américain. C'est un ouvrage qui est publié en 1999 et qui est intitulé « From being about something to being for somebody ». Et tout simplement, en fait, le musée a progressivement glissé de missions qui étaient destinées à des objets, conservation, etc., et à glisser vers les personnes qui l'accueillent. À la fois les personnes qui y travaillent, mais également les personnes qui le visitent. On verra que même la notion de visiteur va être progressivement questionnée. Si on prend l'exemple français, on a vraiment trois étapes. On a dans un premier temps étudier le public pour le comprendre, ensuite comprendre le public et le catégoriser, et ensuite et là on est en plein dedans, aborder de nouvelles approches. Donc, comprendre, ou plutôt étudier pour comprendre le public, ça commence dès 1959, quand la mission du nouveau ministère des Affaires culturelles est de tout simplement permettre de rendre accessible le patrimoine de l'humanité au plus grand nombre de Français, etc. À partir du moment où on a ce terme d'accessibilité, on va devoir
comprendre les personnes qu'on a en face de nous pour pouvoir rendre accessibles ces œuvres d'art et ce patrimoine. Donc en France, pour le cas français, typiquement, on va mettre en place des outils. Je pense au service des études et de la recherche en 1963, que vous connaissez mieux sous le nom du DEPS depuis 2004, donc le département des études, de la prospective et des statistiques. Et c'est le DEPS, par exemple, qui va également développer des études des publics comme pratiques culturelles depuis 1973 jusqu'à 2018, la dernière. Des outils donc pour mieux appréhender à la fois le public de la culture et les pratiques de ce public. Et donc on a d'abord des outils étatiques et puis progressivement on va avoir un glissement avec des pratiques qui vont être liées à des institutions publiques. Il y a une étude qui est particulièrement intéressante, c'est celle qui avait été mise en place sous l'égide de Bourdieu par Darbel et Manger lors de l'inauguration au 31 juillet du centre Pompidou en 1977. Le 6 février, vous avez une première étude, c'est tout simplement une étude des publics qui permet, c'est un questionnaire, une étude quantitative qui permettait de savoir qui venait, avec plutôt des caractéristiques socio-biologiques, l'âge, enfin du coup la tranche d'âge, le sexe biologique, à ce moment-là était demandé, vous aviez d'autres éléments, la provenance, etc., et même les catégories socio-professionnelles. Cette étude a été renouvelée ensuite sur une semaine en juin, entre le 8 et le 12 juin 1977, et c'est juste un modèle d'autres études que vous allez avoir de plus en plus. Ce qui va amener en fait le secteur muséal, mais patrimonial, quand je parle du secteur muséal, je mets aussi dans la boucle le secteur patrimonial, ça va amener ce secteur tout simplement à une accumulation de données sur son public, tout simplement des données comme je le disais, socio-biologiques, et cette accumulation de données va permettre une complexification de l'approche du public. En fait, on va quitter progressivement, par cette culture de l'évaluation, la figure monolithique, je reprends l'expression à Cindy Lebas, du public, pour se diriger vers des publics. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, à un moment donné, on va arriver vers des nouveaux besoins. Progressivement, on va s'intéresser à de nouveaux besoins. Et donc là, je fais référence au bien-être. Oui, là, on a eu le public, ça y est, on l'a étudié, on a compris qu'il y en avait plusieurs, il y a des familles, il y a des personnes en situation de handicap, etc. Et donc, on commence à comprendre qu'il y a différents types de besoins en fonction des différents types de catégories. Et donc, on arrive avec une arborescence de catégorisation de public qui peut être presque infinie en fonction tout simplement de l'endroit par lequel vous commencez votre catégorisation. Ça peut être les modalités de visite, ça peut être le talent sociologique, et ensuite dans les individuels vous pouvez avoir tout un tas de types de catégories. Ça dépend aussi de votre prisme, si vous prenez l'âge ou si vous prenez l'identité, mais on y reviendra. Donc cette culture de l'évaluation, elle va amener, je reprends l'expression à Jacqueline Edelman, elle va amener également à des nouvelles définitions tout simplement des publics. Je reprends celle de Davalon, regroupement d'utilisateurs empiriques, réels ou potentiels et définis en fonction de caractéristiques, de ressources, d'attentes. On ne parle pas de besoins, mais on parle d'attentes. Ou de pratiques communes. En tout cas, la figure du public, des publics, du visiteur devient complexe, comme un individu en fait, et donc a des besoins divers et variés. On comprend aussi, il y a une formule de 92, on comprend aussi que ce public c'est un mirage. Le public est un mirage, et donc il faut, nous en tant que professionnels, mettre les bonnes lunettes pour pouvoir appréhender ce mirage. Et donc on va avoir des nouvelles approches progressivement à partir des années 2000. Je grossis les traits, évidemment c'est beaucoup plus fin que ça. Mais à partir des années 2000, on va avoir de nouvelles approches de catégorisation. On va progressivement s'extirper des catégorisations socio-biologiques. Et on a, par exemple, on va avoir deux jalons sur ce spectre des nouvelles approches. La loi du 4 janvier 2002 et la définition du musée du 24 août 2022. Donc,
On continue à avoir en 2002 le terme accessibilité, et puis on commence à avoir vraiment de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à s'assurer l'égal accès de tous à la culture. L'égal accès de tous à la culture, c'est pas négligeable, parce que là on est déjà, on est un peu dans le prémisse de 2005 avec la loi sur la question du handicap. On est sur une question d'inclusion. Ce qu'on va retrouver par la suite avec la définition du 24 août 2022 proposée par l'ICOM sur le musée, où vous pouvez voir du coup en termes de termes liés au bien-être, in fine, mais qui est surtout lié à l'éthique du care, accessible, inclusif, diversité, durable, éthique, professionnelle, participation, diverses communautés. Et à partir de là, vraiment, vous allez avoir un éclatement un petit peu de la notion de public. Et on va travailler le visiteur dans son individualité. On va avoir des histoires de visiteurs. Je renvoie également à un travail de Jacqueline Edelman où justement le visiteur a une carrière de visiteur, il a des itinéraires, il va avoir des cycles de visites. Et du coup, on n'est pas visiteur de la même manière quand on a 18 ans que quand on a 60 ans, et en fonction aussi de nos parcours de vie. Et donc, il y a une vraie notion d'identité. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où on va commencer à percevoir les besoins liés à l'identité du visiteur. Et vous allez voir, on va du coup dès 2002, avec les travaux de Loïs Silverman, se questionner sur des besoins liés à l'identité comme la relaxation, le resserrement social, ou en tout cas de faire société, l'estime de soi et d'autres objectifs qui vont venir conforter l'identité, qui sont donc liés à des besoins du visiteur. En fait, vraiment, on part d'un bloc monolithique du public à un visiteur qui est très liquide, pour reprendre une expression liée à Zygmunt Bauman en termes de sociologie. Et donc, on en arrive à des nouvelles catégories. Je ne sais pas si ça vous parle, la catégorie, les catégorisations proposées par John Ashfalk. Je ne sais pas si dans le... Oui, non, oui. Non, pas trop. C'est plutôt intéressant puisque c'est une catégorisation qui se base sur l'identité, les self-aspects, et ça permet de réfléchir différemment l'expérience que l'on propose dans son musée, les expériences qu'on propose dans les musées. Donc John Ashfalk, il va proposer 6-7 profils qui vont être déterminés en fonction de ce que recherchent les personnes. Et par exemple, je vous ai mis la description par Falk des ressourceurs, des rechargers dans sa langue. C'est des visiteurs qui cherchent principalement à avoir une expérience contemplative, spirituelle et réparatrice. Ils voient le musée comme un refuge, c'est une expression qu'on a utilisée ce matin, je me rappelle, contre le monde métro, boulot, dodo, ou comme une confirmation de leurs croyances religieuses. Et puis vous allez en avoir d'autres, les chercheurs d'affinité qui, par exemple, il y avait une exposition sur le métal à la Philharmonie il n'y a pas très longtemps. Et quand on est quelqu'un qui va écouter le métal, on va y aller parce que ça va conforter notre identité, et puis on va même se sentir proche de la communauté métalleuse, puisqu'on en fait partie, on côtoie des personnes dans cette exposition. Donc, John Ashfalk, pour faire cette catégorisation, lui, il va vraiment travailler autour de 4 types de bien-être qui sont autant de besoins, donc le personnel, l'intellectuel, le social et le physique. Okay, et à partir de là, en fait, vous pouvez travailler. Vous avez des musées qui, notamment en France, vont utiliser cette catégorisation de type de public pour travailler sur des dispositifs d'évaluation. Et c'est assez marrant de voir les réponses en fonction de ce que les personnes recherchent. Ces nouvelles approches, elles amènent aussi à déconstruire et décatégoriser. Je renvoie, alors déjà on va se poser des questions sur le choix des mots. Là, je renvoie à Nathalie Bondil, que je ne présente plus, qui va en septembre 2023 à Tours prononcer cette phrase: les publics ne sont plus des visiteurs mais désormais des usagers. Donc voilà, on arrive aussi à une déconstruction de la figure du visiteur. Et on a Muriel Molinier qui vient du terrain, qui était éducatrice spécialisée et qui a fait une thèse en muséologie autour justement de l'inclusion dans les musées des Beaux-Arts, qui elle propose le terme de public universel pour décatégoriser l'ensemble des publics. C'est-à-dire qu'on n'a plus de public handicapé, j'emploie volontairement le terme personne handicapée, public handicapé.
on n'a plus de public du champ social, etc. On va être vraiment sur une logique de modèle social du handicap avec une déconstruction, des catégorisations. Et donc tout ça, en fait, si vous voulez, on peut le retrouver aussi, et ça peut se résumer dans un nouveau modèle de musée qui est le Caring Museum, que vous avez peut-être entendu parler au cours des dernières années. Je ne vais pas faire tout l'historique, mais grosso modo, première définition autour de 2015, dans un ouvrage d'Amish Robertson. Et puis après, vous avez des figures du Caring Museum comme Nathalie Bondy, Ladrine Rispal, Marcia Varouti. Grosso modo, c'est un musée, un modèle de musée qui est porté par une éthique et une pratique qui est l'éthique du care, qu'on va retrouver dès 82-83 avec Carol Gilligan, qui va proposer un ouvrage qui s'appelle Une voie différente. Et si vous voulez, ce musée, vous pouvez le définir comme un espace inclusif, innovant, expérimental, qui se doit d'être engagé et thérapeute. Et donc là, si vous regardez par rapport aux besoins et donc au bien-être dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un musée qui cherche en fait à répondre au bien-être et à répondre à tous les types de bien-être, et pas seulement au bien-être physique comme on peut voir, mais également un bien-être qui est social, qui peut être autour du psychique, donc de la santé mentale. C'est d'ailleurs souvent là qu'on le retrouve au départ, le Caring Museum. En tout cas, vous avez des travaux autour du Caring Museum depuis, sans que ce soit dit, depuis les années 1997-2002. Je reprends Loïs Silverman. Vous avez l'université de Leicester, si vous êtes intéressé sur toutes ces questions-là, je vous invite vraiment à y aller. Vous avez le Research Center for Museum and Galleries qui fait un travail exceptionnel depuis 1999. Et puis je vous invite aussi à lire John Tronto, évidemment, avec son ouvrage de 93, Moral Boundaries, qui a été traduit en 2009 sous le titre Un monde vulnérable. Donc, prendre en compte, vous voyez, on a un aboutissement, on passe des années 60 à aujourd'hui, et grosso modo, on passe du public monolithique à est-ce qu'il y a des publics, est-ce qu'on ne se concentre pas plutôt sur les individus, sur les personnes, sur leurs différents types de besoins qui sont exprimés, et donc la capacité du musée à répondre à ces besoins permet de développer du bien-être, et du bien-être qui est multifactoriel, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour le moment? Ouais, ça va. J'essaye d'aller vite pour pas empiéter. Donc voilà, le Caring Museum va être surtout abordé à l'aune de la muséothérapie. Donc vous avez deux définitions différentes. Vous avez la définition de Leslie Labbé. Peut-être que vous avez lu son ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était en 2021, ça reste proche, sur la muséothérapie. Elle travaille actuellement à Québec également sur ces questions. Et donc vous avez une proposition de définition, et vous en avez une autre avec l'Office québécois de la langue française, de la muséothérapie, méthode thérapeutique individuelle ou collective qui consiste en l'exploitation de l'environnement muséal à des fins de bien-être physique, psychologique et social. Et donc on va parler de muséothérapie tout à l'heure au cours de la table ronde. Ça concerne donc le bien-être physique, le bien-être psychologique, le bien-être social, donc la santé mentale, les pratiques corporelles, la lutte contre l'exclusion, l'engagement social, et au niveau des principales autrices, puisque c'est des autrices, au niveau francophone, vous avez évidemment Nathalie Bondil, Mélissa Nolo, qui a publié un premier article sur la question via l'OCIM à la fin des années 2010, et puis Leslie Labbé. Alors, le bien-être dans les faits, parce qu'en fait, il y a la théorie et puis il y a la pratique, et on sait que c'est toujours un peu plus compliqué d'appliquer la théorie dans l'environnement. Ça passe par plusieurs choses. Alors là, c'est une proposition de catégorisation, mais évidemment, on peut faire évoluer ces catégories, ça reste des idées. Donc en tout cas, il y a un travail à faire sur l'environnement, mais toutes les couches de l'environnement, à la fois sur le son, etc. Et je reviens juste avant, dites-vous aussi que le musée, il opère une opérativité qui est corporelle, et qui est sensoriel, mais qui est également identitaire. C'est-à-dire que votre musée va fabriquer le visiteur, l'usager que vous souhaitez faire venir. En ne mettant pas de chaise dans cette pièce, par exemple, en fait, le visiteur serait un visiteur uniquement debout. Il pourrait s'asseoir
par terre, mais par rapport à son identité et au comportement identitaire qu'il aura eu au cours de son éducation, il ne va pas s'asseoir par terre dans un musée. Donc voilà, un musée, ça se travaille aussi sur ces trois couches-là d'opérativité, et on verra que des fois, on travaille sur l'environnement, enfin sur l'opérativité corporelle, sensorielle, et pas sur l'opérativité identitaire, et du coup, les deux premières formes d'opérativité tombent un peu à l'eau, en fait, si on ne bosse pas la troisième, puisque c'est l'identité qui peut aussi faire bouger les lignes. Donc, pour travailler sur le bien-être, l'environnement, l'autonomie et la programmation, afin de développer un environnement inclusif avec toute la portée politique du terme, puisque souvent on dépolitise le terme, mais en fait le terme d'inclusion c'est un engagement politique. À partir du moment où vous êtes une structure muséale et que vous utilisez le terme inclusif, vous vous engagez vers le modèle social du handicap, et du coup vous n'êtes plus neutre. Voilà. Vous questionnez la normativité et l'opérativité de l'institution muséale. Donc pour l'environnement inclusif, ça passe par un nombre de choses, ça peut pulluler, on va dire, et on va dire qu'on invente ça, on invente des dispositifs de plus en plus nombreux. Alors, en haut à droite, vous avez les différents types d'assises. On commence souvent par les assises, les différents types d'assises en fonction des différents types de corps. Vous êtes à Anvers, vous êtes dans 3 musées différents, et vous avez au centre un petit seuil, un petit sas de décompression avant de rentrer dans le musée, qui est à l'entrée du musée, avec des assises qui sont bien faites et qui permettent aussi de relâcher un petit peu toute la tension de la ville pour pouvoir ensuite aller dans le musée. L'inclusion, l'environnement inclusif, il va évidemment passer par autre chose que le simple siège. Il va passer par une réflexion sur le son du musée, votre paysage sonore de musée. Il va passer par la lumière, la luminosité d'un musée, etc. On va avoir par exemple des musées comme le Musée national de la marine qui va développer les mercredis et les samedis de mémoire des temps calmes. Si je ne me trompe pas, c'est le dimanche ? Ok, merci. Et c'est le samedi, je crois, entre 13h et 14h au Muséum de Bordeaux qu'on va avoir un temps calme. C'est le nom, c'est pour ça que je fais les guillemets, pour permettre à des personnes qui ont besoin justement de ne pas être surchargées par une multitude de choses, de visiter le site. Vous allez avoir l'inclusion, elle passe évidemment par des chemins podotactiles, l'ascenseur, l'inclusion de tous les types de handicap. Ça passe également par la signalétique et l'inclusion de toute la question, enfin de tous les enjeux et questions queer en fait, également. C'est comme vous pouvez le voir, là on est toujours avec une signalétique à Anvers, donc des espaces inclusifs. Vous avez également des espaces calmes à l'intérieur de votre parcours de visite, comme la bulle. Je prends toujours l'exemple du Musée national de la marine. Mais vous avez également la Calm Room. Je vous invite à vraiment aller voir cet exemple-là. On est à la National Gallery de Singapour. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une pièce qui a vraiment été conçue par et pour des personnes qui en présentent les besoins, depuis la neurodiversité à tout simplement des besoins des personnes qui sont pas du tout diagnostiquées mais qui ont besoin de calme. Et donc on a un chercheur qui était à la tête du projet. Et vous avez donc une luminosité travaillée, un paysage sonore travaillé, vous avez, comme vous pouvez le voir sur la photo, des canapés bulles, vous avez des fauteuils bulles, vous avez des canapés derrière, et puis surtout, on peut également vous distribuer à l'entrée des sacs sensaux avec des objets sensoriels ou des dispositifs de médiation qui vous permettent tout simplement de passer un petit peu de temps, de vous calmer, de vous apaiser dans cet espace. Il y a vraiment cette notion de refuge ou de havre. Il y a un terme qu'on commence à voir de plus en plus dans la littérature anglo-saxonne notamment, c'est la question du havre dans les musées. Donc voilà, l'environnement, ça passe vraiment par un ensemble de choses. Et tout à droite, vous avez également au Manchester Museum une salle de prière. Voilà, oui, pour répondre à tous les besoins de tous. Mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, voilà, on peut penser à énormément de choses et on peut penser aussi à l'autonomie qui doit être adéquate. Alors, l'adéquation pour le bien-être, c'est essentiel.
aussi pour le care. C'est-à-dire que pour que le bien-être et que le besoin, qu'on ait une bonne réponse aux besoins, il faut que cette réponse soit adéquate. Donc il faut avoir posé la question d'abord, tout simplement. Donc là, vous avez le plan sensoriel du musée Camille Claudel qui a été présenté tout à l'heure par Marine. Vous avez également des exemples du Louvre où on propose tout simplement des maps qui montrent les espaces qui sont particulièrement lumineux, enfin qui sont bien éclairés plutôt, ou ceux qui sont un petit peu moins bien éclairés avec de l'éclairage naturel. Vous avez des espaces aussi conseillés avec les espaces confort. Le parcours confort, c'est le parcours, la carte qui est en vert. Voilà, ça vous permet tout simplement d'identifier les zones calmes. Bon, voilà, on va plutôt dans le XVIIe siècle, hein. Généralement il y a quand même un petit peu moins de monde. On va aller voir Lubin-Bogin. Mais ça passe également au-delà de la préparation, puisqu'il faut permettre de se préparer. Ça passe par le guide d'accueil Falck du musée Carnavalet, dont Maxime pourra peut-être nous parler un peu tout à l'heure. Vous avez également tout ce qui est sac sensoriel. Donc là en haut vous avez le sac facile, c'est le sac du Muséum de Bordeaux. C'est Lucie Nardin de mémoire qui a travaillé sur ce sac. Donc voilà, c'est un sac qui répond aux besoins notamment des personnes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Et en tout à droite, vous avez un autre sac qui est proposé par plusieurs musées britanniques et ça a été fait notamment par une boîte spécialisée qui s'appelle Send. Donc voilà. Juste en dessous, pareil, vous avez deux guides. Là, on part vraiment sur la visite et vous avez un guide Falck et vous avez également un guide du People History Museum de Manchester qui permet à une personne de prendre le lead dans le groupe avec lequel elle est venue et elle a vraiment toutes les clés pour pouvoir réaliser une visite à la fois en utilisant les bons termes et également en connaissant les lieux par avance. Donc il y a cette idée de préparer son autonomie. Et puis ça passe, on en parlait tout à l'heure à table rapidement, aussi par la programmation. Avoir une programmation adaptée aux besoins des personnes qui viennent dans les musées. Et alors ça peut interroger tous les enjeux contemporains d'aujourd'hui, depuis les féminismes, en passant par l'anti-validisme, jusqu'aux décolonisations des collections. En haut à gauche, vous avez tout simplement l'exposition Nothing About Us Without Us du People History Museum de Manchester. Vous avez juste à droite une exposition qui était intéressante, qui s'est terminée en 2024 au Muséum de Design de Zurich et qui questionnait la normativité du corps dans les affiches, que ce soit la publicité, le cinéma, etc. Et l'exposition permettait de questionner cette normativité grâce à des mannequins modelés sur des personnes considérées comme handicapées. Et donc là, vous avez Jasmine Rechsteiner qui joue le jeu et qui du coup présente son mannequin. Donc voilà, c'est comme se dire que vous avez une exposition sur le Moyen-Âge avec des chevaliers et tous les mannequins présentent deux bras ou une jambe, enfin ou deux jambes, etc. Alors que en fait par essence ce sont des gueules cassées, comme le dit un historien qui s'appelle Thomas Rodeau. Donc il faut toujours questionner aussi ces questions de représentation. Et vous pouvez avoir aussi une exposition au musée de Beaux sur les infirmières pendant la guerre 14-18, musée Carnavalet parisienne citoyenne, l'Abîme à Nantes qui a abordé la question de la traite atlantique et l'esclavage colonial. Voilà, c'est pas quand on parle de besoin et de bien-être au musée, c'est pas seulement d'avoir des pratiques corporelles, c'est également présenter des voix différentes qui sont inaudibles dans l'institution généralement et ouvrir son institution à ses besoins et donc procurer un bien-être qui est social. Donc voilà, je pourrais en parler plus longuement de tout cela. On a à côté de cette programmation qui est plutôt liée du coup aux expositions, des pratiques qui vont venir du coup répondre à un bien-être corporel. Ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de l'hypnose, ça peut être tout un tas de choses. On a Carnavalet Inspire
au musée Carnavalet, c'était en début de mois de mémoire, avec justement aussi un travail autour de la prise de parole, de différents récits avec de la musique de mémoire. Et vous pouvez également avoir, ça peut prendre plein de formes à partir du moment où vous identifiez les besoins en termes de bien-être de vos publics, des personnes qui visitent. Cette programmation adaptée, elle peut être jointe à des programmes qui vont prendre beaucoup plus d'ampleur et qui surtout vont être dans le temps long. Parce qu'il faut réfléchir aussi au bien-être en termes de temps court, temps moyen, temps long. Et par exemple, on a les prescriptions muséales qui ont commencé en 2018 avec celle du Musée des Beaux-Arts de Montréal. 2023, novembre 2023, vous avez le Palais des Beaux-Arts qui va également initier un partenariat plus approfondi avec le centre hospitalier de la ville. Et vous avez également à Bruxelles, maintenant je crois que c'est 32 partenaires au total depuis cet été qui vont développer des prescriptions muséales. Donc, parfois de l'art-thérapie, parfois des prescriptions où vous y allez en individuel, tout simplement le médecin vous donne une prescription et vous allez individuellement accompagné de personnes ou non visiter un musée gratuitement. Et vous avez aussi des actions plus longues, enfin différentes mais tout aussi longues, comme Premier Pas, l'exposition dont on pourra parler tout à l'heure, le projet dont on pourra parler tout à l'heure avec Margot Lerigret et Delphine Eristoff. Tout cela également doit être nourri par une évaluation constante, parce que comment percevoir les besoins pour procurer du bien-être si on n'est pas à l'écoute tout simplement des personnes et de ce qu'elles ont à dire. Et donc là, vous allez avoir différents types de dispositifs. Le livre d'or, souvent on peut être dans une politique de la convenance. C'est pas mon expression, c'est une expression de Paris Sévéra en 2003. C'est-à-dire qu'on met l'objet et puis on ne le regarde pas vraiment. Et par contre, vous pouvez être dans une politique de la considération où vraiment vous utilisez le livre d'or pour développer des nouveaux outils, etc. Vous avez également des dispositifs d'évaluation qui vont aborder d'autres catégorisations, comme celle de John Ashfeld qu'on a vu tout à l'heure. Donc, juste ici, c'est au musée Unterlinden. Tout simplement. Et ça reprend la catégorisation avec l'explorateur, le facilitateur, l'amateur averti, etc. J'ai pu faire l'expérience dans le cadre de mon travail sur 1000 questionnaires. On a pu percevoir que la visite de château, c'est avant tout pour passer un bon moment. C'est pas forcément pour en savoir plus sur l'histoire militaire du site, mais c'est vraiment pour se balader, tout simplement. Et donc, ça nous permet aussi de réfléchir à pourquoi nos propositions d'une heure ne fonctionnaient pas pour les familles, parce qu'en fait, elles avaient envie de quelque chose de beaucoup plus court. Donc voilà, on a un besoin d'évaluation constante qui peut prendre différentes formes, différentes échelles. Ça peut aller du dispositif mural au dispositif numérique, etc. Ça peut prendre aussi d'autres formes d'évaluation. Je pense que vous les avez peut-être vues. D'un côté, on a l'UCL Museum, le parapluie du bien-être qui a été développé en 2013 de l'autre côté de la Manche. Et tout à droite, tout à gauche pour vous, vous avez celui qui a été développé au Louvre-Lens. Okay. Donc c'est pareil, ça fonctionne, et pour l'avoir utilisé également dans le cadre d'ateliers type atelier arbalète de reconstitution médiévale, on se rend compte que les personnes, quand elles font l'atelier, perdent par exemple en satisfaction et augmentent en frustration. Donc voilà, parce qu'elles n'ont pas réussi à atteindre la cible, etc. Donc il faut se poser aussi les questions et tout ça. Et puis surtout, le bien-être et dans la prise en charge des besoins de tout type au sein des musées pose la question de la porosité entre les secteurs et également de la porosité des pratiques. Donc on va parler tout à l'heure d'art-thérapie, on va parler d'ergothérapie, on peut parler aussi du secteur médico-social, mais également de la recherche. Je me dépêche. Donc de la recherche, et on en parlera notamment avec avec Laure Mailloud et le DU Santé Parcours Prescription Culturelle Art et Santé au cours de la table ronde. Mais je me dépêche et on y est presque, Marine. Les écueils du bien-être au musée, alors ils sont de
plusieurs types. Dans un premier temps, c'est de généralement réduire le bien-être à des pratiques corporelles, alors qu'on l'a vu, le bien-être, il peut être social, il peut être psychique. Et en réduisant ce bien-être à des pratiques corporelles, on peut aussi dépolitiser le bien-être. Je vous parlais tout à l'heure en introduction de la question de la santé, de la définition de la santé. Et en fait, le musée, en travaillant autour du bien-être, va apporter une sorte de normalisation de ce que doit être la santé, en fait. Et donc, en travaillant sur le bien-être, il doit travailler aussi sur, pour moi, pour cette institution, ça veut dire quoi la santé, ça veut dire quoi le bien-être, etc. Le deuxième écueil, ça peut être le care-washing, c'est développer tout simplement des pratiques de bien-être pour les différents types de personnes, les publics, les usagers, alors qu'en interne, on a des problématiques de mal-être au travail, de burn-out, qu'on n'arrive pas à garder les personnes en poste, ou tout simplement on a une précarisation des postes avec la multiplication des stagiaires, des alternants, etc. Donc voilà, il faut toujours questionner aussi ce bien-être au musée, puisque ça peut être tantôt une étiquette sur la santé et tantôt une étiquette sur les travailleurs, en fait, qui y prennent part. Et je conclurai sur 3 mots. Il faut toujours réfléchir à maintenir la question du bien-être au musée, puisque c'est très facile de faire des actions épisodiques, mais comment est-ce qu'on développe une politique des publics qui maintiennent cette santé ? On a aussi la question de l'officialisation, comment officialiser le care, le bien-être à l'intérieur du musée. Ça peut passer par un projet scientifique et culturel et par de la politique. Et je renvoie là au travail de Sylvain Daudier sur sa proposition qui est passée au Sénat belge autour du Caring Museum. Je ne pourrais pas la détailler là, mais vraiment aller voir son travail. Ça permet tout simplement de maintenir à l'échelle de Bruxelles le développement d'outils et du Caring Museum, et également d'accueillir des voix différentes, parce que le bien-être, c'est aussi accueillir des voix qui nous bousculent parfois, et des voix qui vont être dans l'engagement et dans le militantisme. Voilà, je vous remercie. Les différents intervenants à la table ronde à venir participer, avec donc Guirec qui va assurer la modération de cette table ronde. Donc nous avons Maxime Bougoul-Ruissen, responsable de projet accessibilité jeunes adultes et participatif au musée Carnavalis